Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de fascinant, le langage caché de l'univers. Des forces invisibles qui nous entourent au mouvement des planètes, tout obéit à des règles. Et pour pouvoir les lire, il faut en connaître la grammaire. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment peut-on bien mettre en équation les lois de la nature? Comment on fait pour décrire un univers qui est tout le temps en train de bouger, de se transformer? La réponse, elle commence avec un concept d'une simplicité assez géniale. Pour décrire un monde qui a des directions, il faut bien un mot qui contienne cette information, non? Ce mot, ce concept de base du langage de la physique, c'est le vecteur. Un vecteur, c'est bien plus qu'une simple flèche qu'on dessine. C'est une instruction ultra précise. Pensez-y vraiment comme à une recette de voyage. Elle vous donne la direction à prendre, le sens dans lequel aller, et puis la distance à parcourir pour aller d'un point A à un point B. Ces trois infos-là, direction, sens et norme, le définissent complètement. Et attention, ce n'est pas juste un truc de matheux, c'est partout, tout le temps. La force qui nous plaque au sol, c'est un vecteur. La vitesse d'une voiture, un vecteur. Même les champs électromagnétiques qui font marcher nos téléphones sont des champs de vecteurs. C'est vraiment l'outil de base pour quantifier tout ce qui a une direction. Ok, donc on a notre mot, le vecteur. C'est super. Mais maintenant, il faut apprendre à faire des phrases avec. Comment est-ce que ces vecteurs peuvent bien interagir les uns avec les autres? Pour l'addition, c'est super intuitif. Imaginez que le vecteur A, c'est un premier trajet. Le vecteur B, un deuxième trajet. Eh bien, A plus B, c'est tout simplement le chemin direct du point de départ du premier au point d'arrivée du second. On met les deux voyages bout à bout pour trouver le raccourci final. Mais alors, pour les multiplier, comment on multiplie des flèches? C'est là que ça devient génial. Il n'y a pas une, mais deux façons de faire, et chacune répond à une question complètement différente. La première, le produit scalaire, nous donne juste un nombre. Il répond à la question « Est-ce que ces deux vecteurs bossent ensemble ?» Plus ils sont alignés, plus le résultat est grand. La deuxième, le produit vectoriel, est encore plus folle. Elle prend deux vecteurs et elle en crée un troisième, un qui est parfaitement perpendiculaire aux deux autres. C'est l'opération magique pour décrire tout ce qui tourne. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que ces opérations ne sont pas juste des exercices de calcul. Elles décrivent des réalités physiques. Le produit scalaire, par exemple, il mesure directement le travail effectué par une force. Et en combinant tout ça, on peut même calculer le volume d'un espace. Les maths ici décrivent le monde tangible, directement. Ok, on a donc des outils pour décrire des forces, des volumes, des sortes de photos instantanées du monde. Sauf que voilà, l'univers, il n'est pas immobile. Ça bouge, ça évolue, ça change en permanence. Il nous manque donc un autre outil essentiel, un outil pour décrire le changement lui-même. Et cet outil, c'est la dérivée. Pour faire simple, si on imagine qu'une courbe représente une quantité qui change dans le temps, la dérivée en un point, c'est tout simplement la pente de la courbe à cet instant précis. Elle nous dit à quelle vitesse et dans quelle direction ça change. Là, maintenant. Et c'est là qu'on a le moment Eureka, le point de connexion crucial. Si on prend un vecteur qui décrit la position d'un objet au fil du temps, qu'est-ce qui se passe si on le dérive? On obtient sa variation instantanée. Mais la variation instantanée de la position, c'est la définition même de la vitesse. Le concept abstrait de la dérivée devient tout d'un coup ultra concret. Maintenant, accrochez-vous. On va assembler nos deux briques de langage, les vecteurs et les dérivées. Et en les combinant, on obtient un outil d'une puissance assez extraordinaire pour décrire des systèmes complexes, comme des champs de force. Pour faire ça, on utilise un opérateur si spécial qu'il a son propre symbole, nabla. Ça a l'air de rien, un petit triangle à l'envers, mais ne vous y trompez pas, c'est un véritable couteau suisse mathématique. C'est la clé qui permet d'analyser des champs de force invisibles et de révéler toute leur structure cachée. En gros, Nabla a trois super pouvoirs. D'abord, le gradient. Il regarde une carte, disons une carte de température, et il pointe directement dans la direction où ça chauffe le plus vite. Ensuite, la divergence. Elle nous dit si un point est une source, d'où les choses jaillissent, ou au contraire un puits, où tout est aspiré. Et enfin, le rotationnel. Lui, il mesure à quel point les choses tourbillonnent en un point précis. Pente, source et tourbillon, tout ça avec un seul outil. Voilà, avec cette boîte à outils complète, les vecteurs, les dérivés et l'opérateur Nabla, on peut maintenant commencer à écrire certaines des lois les plus fondamentales de notre univers. Les célèbres équations de Maxwell, par exemple, celles qui décrivent absolument tout ce qui concerne la lumière, l'électricité, le magnétisme, elles sont entièrement écrites dans ce langage. La divergence et le rotationnel des champs électriques et magnétiques, c'est ça qui explique comment les ondes radio voyagent. Comment décrire l'écoulement de l'eau dans une rivière ou l'air autour d'une aile d'avion? Encore une fois, avec la divergence pour repérer où l'eau sort et le rotationnel pour détecter les tourbillons et les vortex.
Et ce langage n'est pas du tout réservé aux physiciens. Chaque fois qu'on joue à un jeu vidéo ou qu'on regarde un film en 3D, tous les objets, les lumières, les mouvements, tout ça est calculé grâce à des opérations sur des vecteurs. C'est la base de la modélisation 3D. Et puis, tout en haut de la pyramide de la physique, ce même langage, mais dans une forme encore plus poussée, c'est ce que Einstein a utilisé pour décrire la courbure de l'espace-temps lui-même. C'est littéralement comme ça qu'on écrit les lois de la gravité. On est parti de simples flèches pour arriver aux lois de la cosmologie. Les vecteurs et les dérivés nous ont donné une grammaire pour dialoguer avec la réalité. Ils sont la preuve que sous la complexité apparente du monde se cache une structure mathématique d'une élégance folle. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine découverte que ce langage va nous permettre